du Vouri, là, etc., à faire de très grands champs de jacinthe d'eau marin dans des espaces, à récolter et à vendre dans des usines qui transforment pour faire des additifs pour le marché local. À partir de ce moment, si vous avez une raffinerie, si la raffinerie raffine 100 000 barils, elle peut peut-être produire l'équivalent de 40 000 barils, ça peut être du super, mais en utilisant les additifs, ça peut monter à 120 000 litres, à 120 000 barils. Et c'est comme ça que vous baissez les coûts, et c'est comme ça que vous êtes compétitif sur votre marché, et c'est comme ça que vous réglez le problème, vous limitez l'exposition au risque international. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas, que ce soit des fanfarons du pouvoir ou des fanfarons de ceux qui se disent opposants. On ne voit pas ça. Chacun déroule là, il récite le droit administratif, il commente les propos de son copain, du gouvernement ou de l'opposition, bref, il joue un jeu là et puis il sort de là. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et à ce jeu-là, ils vont se mettre tout seuls en difficulté là au pays. Ils vont se mettre tout seuls en difficulté parce que quand on regarde le gouvernement comme est vraiment le dos au mur, il est le dos au mur en ce moment, tout le monde peut voir qu'il est le dos au mur. Voilà. Donc, il y a ça. Deuxièmement, nous devons commencer à développer les énergies renouvelables parce qu'on voit très bien que le Cameroun n'aura plus de production d'énergie fossile. Il faut développer les énergies renouvelables. Et quand bien même il faudra aller dans l'onshore, l'onshore ne sera pas sans créer des problèmes. Dans tous les pays du monde, l'onshore n'est pas sans créer des problèmes. Je ne veux même pas aller là, les problèmes environnementaux, les problèmes politiques, les problèmes de sécurité nationale, etc., etc. Vous n'avez pas venu de dans un pays, dans un endroit au nord, vous décidez d'expulser les gens sur 10 000 hectares parce que vous voulez faire un champ de pétrole. Les gens vont se battre. Il y aura du désordre dans le pays. Peut-être même la guerre. Non, il faut régler beaucoup de problèmes. Je pense que nous devons commencer maintenant à travailler pour mettre en place cela. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la question du carburant. À propos de l'eau et l'électricité, je vous renvoie sur le direct que j'avais fait sur l'eau et l'électricité. Donc, vous pourrez voir ce direct-là. Ouais, comme tu dis, Eric, c'est-à-dire que ceux qui nous diraient n'ont aucune notion d'anticipation, même pas l'anticipation. Avant l'anticipation, il faut une politique. Quand tu as une raffinerie qui brûle, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Le stock de sécurité, tu l'as quand tu as une raffinerie, de manière que si la raffinerie brûle, voilà, tu tues le stock de sécurité. Mais quand tu as une raffinerie qui brûle, il faut la remplacer. Tu ne peux pas dire, bon, comme la raffinerie a brûlé, maintenant, nous allons faire seulement de l'importation. Ce n'est pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en ce qui concerne l'eau et l'électricité, je vous renvoie au direct que j'avais fait sur l'eau et l'électricité. C'est un direct qui est encore sur mon mur. Vous pouvez aller le regarder. J'avais fait un direct sur l'eau et l'électricité et ce direct-là encore sur le mur. Vous pouvez le regarder. Comme je dis, c'est un direct que j'avais tout expliqué. Ça veut dire que la question de l'eau, la question de l'électricité, si c'est l'eau, ça, c'est évident que le gouvernement camerounais a fuck up. Ça veut dire qu'il était censé construire des usines de production d'énergie électrique. Il ne les a pas fait. Il n'a pas conçu ces usines-là. Et de production de traitement d'eau. Il n'a pas fait ces usines. Je me rappelle quand Paul Biya avait annoncé les projets structurants qu'il avait signés avec les Chinois, on nous parlait au moins d'une vingtaine d'usines de traitement d'eau. Au jour ou à l'heure que nous sommes, je ne connais pas les usines de traitement d'eau, sauf celles que j'avais vues une fois on avait inauguré, Yann Filemon était venu inaugurer en allant vers le sud-ouest là. Je n'ai pas vu d'autres usines en allant vers là. Non, il n'y a pas d'usine de traitement d'eau dans cette zone-là. Donc, ce n'est pas le cas. Et le fait qu'il n'y a pas d'usine de traitement d'eau, ça ouvre un deuxième chapitre qui est... Mais non, je crois que Steph Val, tu n'as pas compris mon exposé. À la fin de l'exposé, il faudra regarder le début de l'exposé, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit avant. Ce que j'ai dit en 30 minutes, je ne peux pas le redire quand le direct est déjà à 1h20. Donc, il faut regarder avant. Je pense que tu n'étais pas là au début de l'exposé. Tu vas comprendre ce que j'ai dit sur la raffinerie. Donc, j'ai développé beaucoup de choses, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Deuxième chose, c'est la question de l'eau. Bon, pour la question de l'eau, ce n'est pas compliqué. Le gouvernement camerounais n'a pas construit d'usine
de fourniture d'eau potable, pour bien nommer un monsieur qui s'appelait Atanganakuna. Ce monsieur aura été l'un des désastres que le Cameroun n'a pas connu depuis son indépendance, il y a peut-être 80 ans. C'est-à-dire que ce que lui l'a fait, je ne sais pas, je crois que Biala a sélectionné à dessein, peut-être pour nous casser complètement, quoi. Donc, en matière de politique d'eau, ça a été un désastre. Ça a été un vrai désastre. La politique d'eau dans notre pays a été un désastre. Donc, on s'en tient là. Bon. À partir du moment où on n'a pas construit de nouvelles usines d'eau, ben, on a ce qu'on a. Il y a un déficit criard en nous. Deuxièmement, les usines de production d'eau et même de transport d'eau dépendent de l'énergie électrique qu'il n'y a pas en ce moment, dépendent aussi de la tuyauterie dans le sol, dépendent du système d'urbanisation qui n'existe pas au Cameroun. Donc, quand vous mettez la conjonction de tous ces problèmes ensemble, c'est évident. On a laissé se concentrer toutes les populations dans les villes comme Douala qui ont complètement explosé. La solution, c'est qu'il faut reconstruire de nouvelles villes en les traçant. D'abord, il faut rapidement, moi j'ai dit que le gouvernement qui prend fonction au Cameroun doit mettre en place un plan de construction de 20 nouvelles villes modernes. C'est-à-dire que pas l'habitat anarchique comme les gens viennent s'installer dans les marécages, non. Si on a décidé que Yabassi sera une ville, on fait venir un urbaniste. L'urbaniste décide où seront les infrastructures économiques à Yabassi. Les centres commerciaux, les usines, etc. Où seront les infrastructures économiques? L'urbanisme, vous pouvez voir comment on a construit Houston au Texas ou comment on construit les nouvelles villes au Texas, San Antonio. On trace les terrains, les espaces. Voilà. Donc, on a les nouvelles villes, on a les espaces, on a les terrains où les gens peuvent travailler. Et une fois qu'on a fini de tracer ça, on trace les endroits pour l'habitat et on les donne à des promoteurs immobiliers pour éviter la spéculation foncière. Quand dans un pays, vous commencez à acheter le terrain à 50 000, vous ne pourrez jamais loger, le mètre carré, vous ne pourrez jamais loger les gens. Et le meilleur moyen de casser cette spéculation-là qui grève le pouvoir d'achat des ménages, parce que combien de Camerounais pourront s'acheter un terrain à 50 000 et se construire? Moi, je peux, mais combien sont-ils? Voilà. Donc, le gouvernement camerounais, en construisant des nouvelles villes, en mettant fin à l'affaire de vendre le terrain, vendre le terrain, j'ai le titre global, je vends. Non, non, non. Le gouvernement trace, aménage, donne à des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers construisent comme ce que la SIC et la Maïtu devaient faire. Et les promoteurs immobiliers revendent maintenant à des particuliers et c'est l'État qui homologue le prix de vente de logement pour éviter la spéculation. Les gens se précipitent dans les banques. S'ils travaillent, ils prennent un prêt hypothécaire dans les banques qui est garanti par la maison et ils payent progressivement en travaillant. On prélève sur leur salaire. C'est comme ça. S'il a eu une activité annexe, où il a peut-être fait un champ quelque part, il a vendu les récoltes, ça a donné 3 millions, et qu'il avait pris 20 millions, il a pris 15 millions parce qu'il a mis un down payment de 5 millions. Si ça donne 3 millions, il vient déposer les 3 millions, il paye vite son crédit, il sort dessus. Et Cameroun, ça fait ça. Non, c'est dans ce cadre-là donc que le Cameroun peut commencer, en construisant de nouvelles villes, à régler la question de l'eau. Ça veut dire qu'à régler la question des infrastructures d'approvisionnement en eau, à régler la question de la tuyauterie en disant, bon, cet espace-ci est destiné à accueillir maximum 500 000 personnes. La tuyauterie est installée pour 500 000 personnes. Les châteaux, etc., les infrastructures sont installées pour 500 000 personnes. Et au fur et à mesure que les gens occupent cet espace-là, le taux d'exécution commence à aller jusqu'à 100, peut-être 80%. 80%, peut-être 100%. C'est comme ça. Et donc, vous décantez Douala et Yaoundé rapidement pour libérer l'espace au Cameroun. Et c'est là que vous pouvez reconstruire sans beaucoup de douleur. Parce que Douala et Yaoundé, perdant la population, vont forcément voir la valeur des actifs baisser. Et en ce moment, l'État peut leur acheter un bon prix pour raser et reconstruire de nouvelles cités. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas régler la question de l'eau. Ce n'est pas en transportant l'eau dans les citernes pour donner aux gens comme au Moyen-Âge qu'on règle la question de l'eau. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça, vous-même, vous voyez qu'il faut une transition. Il faut une transition. Il faut une transition. Il faut passer à autre chose, il faut une transition. Dans notre pays, comme au Gabon, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en matière de la politique de l'électricité dans notre pays,
comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement camerounais doit tout revoir. Il faut passer à l'énergie renouvelable. Il y a une grosse erreur qui a été faite. Pour bien penser, comme on le disait, que oui, il y a les coups d'eau au sud et à l'est. Il a pensé que parce qu'il y a les coups d'eau, alors on peut construire n'importe quel barrage sur les coups d'eau. Ce n'est pas, ça ne marche pas comme ça, monsieur le président. Je n'ai pas besoin de faire un coup ici, là, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, c'est que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne une turbine qui produit l'énergie électrique. Donc, ça a été raté. Les barrages qu'on a conçus au sud à l'est, ça ne donnera rien du tout. Rien. Tous ces barrages-là réunis, ça ne donnera même pas 200 mégawatts. Nous rêvons d'un Cameroun qui doit un jour produire même 1 million de mégawatts. 1 million de mégawatts. Ça veut dire qu'il va passer un jour à 20 à 100 000 mégawatts, 200, 300 000, jusqu'à 1 million de mégawatts. Ce n'est pas avec 20 000 mégawatts qu'on peut construire un pays. Ce n'est pas possible. Il faudra des cimenteries, des fonderies, etc., etc. Vous ne faites pas ça avec 1 million, avec 1000 mégawatts. Or, tous les barrages qu'ils ont fait au sud, là, moi j'ai lu un document ici, là, de AES qui avait pris en concession la Sonel. Ils disent que tous les barrages qu'on a fait au sud et à l'est, ça ne peut pas donner 200 mégawatts. C'est zéro. Ça ne donnera rien du tout. Ça veut dire qu'il faut repartir sur des nouvelles bases. Il faut remettre en place une politique énergétique. Construire ce qu'on appelle un mix énergétique. J'ai déjà expliqué ça ici N fois. Les vidéos sont sur mon compte là, YouTube. Vous pouvez les regarder. Construire un mix énergétique. Ça veut dire produire l'électricité à partir de plusieurs ressources différentes. Voilà, plusieurs sources différentes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà, la pénurie de carburant et la politique énergétique du Cameroun. On a essayé de dire ce qu'on a pu dire. Je ne veux pas faire un live de 3 heures parce que je voulais faire un autre direct. Je pense que le deuxième direct d'aujourd'hui que j'ai annoncé, c'est sur la construction de des raffineries d'or au Burkina Faso et au Mali. Et c'est ça, je vais expliquer ça et faire le lien avec la politique monétaire. Mais on aura l'occasion. J'explique déjà ça parce que j'ai beaucoup de Maliens qui m'ont sollicité, qui se sont abonnés massivement sur notre chaîne YouTube et qui veulent regarder ce que nous allons dire. Je vous montrerai un ouvrage de finance où vous avez la possibilité de voir comment la Réserve fédérale travaille. Ceux qui peuvent lire peuvent aller sur le site de la Réserve fédérale. Il y a toutes les études qui sont faites par les seniors anti-économistes de la Réserve fédérale américaine. Vous pouvez regarder les études là et voir comment est-ce qu'on prend le processus de décision de consignation de l'or pour pouvoir garantir la soutenabilité d'une monnaie dans le monde. Donc, c'est cet aspect-là dont je veux parler aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, je suis en train de préparer sur PowerPoint la possibilité de vous montrer qu'est-ce que le Burkina, le Mali et le Niger ont dans leur sous-sol et pourquoi le gouvernement français vraiment s'est tiré une balle dans le pied. Des gens comme Prigogine, qui n'était pas un État, mais qui était un individuel, lui-même a vu le potentiel du Sahel, il a compris que c'est là-bas qu'il fallait aller. Les Américains, ils ont compris ça depuis. Ils ont mis des bases de surveillance au Sahel avec tout ce qu'il y a là-bas, ce qu'on appelle le groundwater, l'eau souterraine, etc. Et beaucoup d'autres choses. Donc, j'aurai l'occasion de faire des directs de beaucoup de minutes, plusieurs minutes. Je vais vous expliquer ça. Tout ce travail-là, c'est parce qu'il faut que nos populations soient en alerte. Il y aura beaucoup de mutations dans notre continent dans les années qui viennent. Ça va beaucoup bouger. Et c'est parce que ça va beaucoup bouger que ce que nous, on peut encore faire aujourd'hui, c'est d'éclairer la lanterne de notre jeunesse et d'éclairer la lanterne de nos populations. Voilà, pour qu'ils ne soient pas surpris. Voilà. Ils ne soient pas surpris et qu'ils comprennent le côté où est leur intérêt. Et que les aventuriers de la politique ne viennent pas là avec des slogans, les bassiner, les endormir. Voilà. Donc, je prends la réaction